C'est la grosse nouvelle de ce week-end au sein de la NBA. Depuis que Victor Wembanyama a décidé de faire campagne pour lui-même pour le titre du MVP, eh bien la NBA a décidé de le mettre premier au MVP ladder. On va vous montrer l'article dans quelques instants. Mais Erwan, c'était une news, on pouvait pas passer à côté de cette news, tant imaginer un Français être premier du MVP ladder, c'est une hérésie totale. C'est aussi fou peut-être que de mettre 106 points dans un match de basket. Exactement. Non, on peut dire la comparaison elle est bonne. Je reste quand même malgré tout très surpris de la manière dont ça s'est passé. Je dis pas qu'il le mérite pas. Pour moi, si Victor est MVP, et on réglera que certains comptes avec des pistes froides, mais honnêtement, ce qui est en train de se passer, c'est exceptionnel. Mais il y a ce que fait Victor sur le terrain, qui est exceptionnel cette année, individuellement, collectivement, et il y a ce que Victor est en train de devenir cette saison. C'est le visage de la NBA et la voix et la parole de la NBA. Parce que cette fameuse conférence de presse où un journaliste lui dit « Donne-moi 3 raisons pour lesquelles tu devrais être MVP », je suis persuadé que si elle n'a pas lieu, il passe pas premier au MVP ladder. À un moment donné, parce que c'est Victor, parce qu'il a cette manière de parler, parce qu'il est facile, parce qu'il est pertinent, parce qu'il argumente tel un avocat qui défendrait, j'allais dire n'importe qui, mais qui est un bon avocat. Il voulait dire O.J. Simpson, voilà. Non, je sais qui tu voulais dire. J'ai vu, il pensait au père Kardashian, je connais mon gars, c'est pas Kardashian, comment il s'appelle l'autre là? C'est pas Kardashian? Oui, il y a l'autre là. Je sais plus. Johnny Cochrane. Ah, Johnny Cochrane. Belle moustache. Ouais, Johnny Belle Cochrane. moustache. Et en fait, il a redéfini, chaque année, on est tous là à débattre de qui devrait être MVP selon nos propres critères. Mais oui, en fait, mais valuable, en anglais, ça veut dire oui, mais lui, son équipe, mais le bilan, mais en fait, collectivement, son équipe, son roster. Victor, il a dit, vous savez, en défense, c'est 50% du jeu. Donc en fait, moi, je suis le meilleur défenseur et de loin de la ligue. Donc en fait, on devrait tout rééquilibrer. Et depuis, tout le monde ne jure que par ça. Et depuis, tout le monde ne jure que par ça en disant « Mais en fait, c'est lui le MVP de la saison. » Mais c'est vrai. Et dans tous les podcasts américains, de plus en plus, joueurs, journalistes, tout le monde dit « Mais en fait, c'est vrai que c'est lui le MVP de la saison parce que la défense, quelque part, c'est vrai. Et puis, c'est le meilleur défense. » Le mec, en une conférence de presse, en une question qui aurait pu être un peu piège, ouais, t'as raison. Il a renversé ça en sa faveur. Il a changé la manière de penser de tout le monde. Et aujourd'hui, il est premier au MVP ladder. Je trouve ça extraordinaire. Je t'en déconne. À l'image de Victor. Je trouve ça extraordinaire parce qu'en plus d'être premier du MVP ladder, t'as raison, il est objecteur de conscience. Il change la manière de penser. Il est lanceur d'alerte. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il change la manière de penser parce que il arrive avec son smile, sa facilité légendaire. En plus, il gagne des matchs. Ils ont une équipe où on se dit, on sait pas où ils vont aller. Et je trouve ça, on sait qu'il y a eu quand Embiid a fait un peu campagne pour son titre de MVP, c'était parfois maladroit. Quand les joueurs le font, c'est souvent maladroit. On a l'impression qu'ils sont un petit peu égocentrés. Quand lui le fait, il le fait tellement bien, c'est tellement bien argumenté qu'en fait, tout le monde dit, ah ouais, mais il a raison. Et je trouve ça fou. C'est fou. C'est fou parce que c'est la première fois de toute l'année, de toute la saison 2025-2026, que Victor est sur la première match du podium, mais aussi, il n'a jamais été sur la deuxième. Il est passé de 3 à 2. Voilà. En gros, il a toujours été au mieux troisième et là, il passe directement en premier. Ça montre à quel point ce qu'il est en train de produire avec son équipe, on y reviendra dans quelques instants, est tout à fait prodigieux. Depuis la mi-janvier, ils sont sur un run de 24 victoires et 2 défaites. Vous l'avez vu, hein, bien sûr, le mois parfait du mois de février. Ils ont perdu une seule fois au mois de mars. Ils sont dans des standards de saison historique. Et au milieu de tout ça, tu as un Victor Wembanyama qui joue même pas 30 minutes par match. Il y a eu sa blessure, bien sûr, en décembre, mais il reste dans des moyenne de temps de jeu très très basse pour un MVP qui est en train de se positionner comme le meilleur joueur NBA en ce moment. Alors bien sûr, il y a Shai Gilgeous-Alexander, vous savez que moi j'en ai fait mon favori et je pense qu'un peu naturellement il l'aura. Il n'empêche que la NBA c'est une machine à storytelling, c'est une machine aussi à statement sur le terrain et statement en dehors du terrain. Et Victor Wembanyama, dans cette fin de saison, le moment où ça compte le plus, c'est important de le dire, il est en train de rentrer dans la tête de tout le monde. Pendant 4 mois on a dit ce sera Jokic, ce sera J.A. et personne d'autre. Et petit à petit, il est en train de grappiller. On a parlé de Luka par moment, on a parlé de Jaylen Brown aussi, on a parlé de Cade. Mais sur la fin de saison, c'est Victor Wembanyama qui est en train de s'inscrire juste simplement comme le MVP du dernier tiers. Alors que Shai continue de performer et de gagner des matchs, il a encore détruit les Knicks sur un Money Time, il est magnifique. Jokic, Denver gagne des matchs, il est en train de faire des triples-doubles avec 15 passes de moyenne, il est exceptionnel. Jokic est dans une forme exceptionnelle. Donc en fait, la concurrence, elle est monumentale. Et malgré tout ça, le nom qui pop, c'est celui de Victor Wembanyama. Tu parles de storytelling. Et évidemment que l'NBA, ils sont pas fous. Ils savent que autour de Victor, ils vont raconter, vendre des histoires. Si Victor est MVP cette année, c'est pas juste « Waouh, c'est le premier Français MVP ». Il deviendrait le plus jeune MVP de l'histoire. Il passerait devant Derrick Rose à quelques jours près. Et ça aussi, dans le storytelling,
On sait que. Bien sûr. Non, mais Victor Wembanyama est un nom qui fait beaucoup plus vendre que Shai Gilgeous-Alexander, est un nom qui fait beaucoup plus vendre que Nikola Jokic, alors qu'il est au tout début de sa carrière. C'est aussi ça la réalité. La NBA, c'est un vote de journalistes, donc c'est un vote objectif, c'est un vote indépendant. Il y a Rémi, vous savez, Réverchon, qui a gagné ce droit de voter, donc on en parle souvent entre nous. Chacun fait en son âme et conscience, donc on verra. Personne ne dit qu'il sera MVP, mais en tout cas, déjà réussir à semer cette petite graine de non, il y a peut-être un troisième joueur qui peut gagner MVP au-delà du Serbe et du Canadien, et c'est moi. En fait, c'est déjà une prouesse, hein, disons-le. Ah mais oui, non, mais c'est déjà une prouesse, mais ce que je dis sur ma première prise de parole, c'est que c'est pas fini. C'est que moi, ce qu'il a réussi à faire en une conférence de presse, la manière dont il a argumenté ça, avec cette question où un gamin de 21 ans, il peut tomber dans le piège. Moi, tous les mecs que j'ai vus prêcher pour leur paroisse, ça a jamais bien marché auprès du grand public. Lui, il a réussi. Il le fait intelligemment. Avec des arguments et pas de trucs chelous. Dans quelques instants, on se posera la question de est-ce qu'il peut vraiment l'avoir. Je vous ai mis un sondage là à l'instant. C'est va-t-il être MVP ? Voilà, à cette saison, dès la première saison complète pour Victor, est-ce qu'il va être MVP ? Mais en attendant de répondre à tout ça, on va accueillir 2 auditeurs. Alors d'abord un, puis ensuite le deuxième pour éviter la cacophonie. Vous savez que déjà, nous, on prend beaucoup de place lorsqu'il s'agit de parler. Donc on va accueillir le premier. On verra s'il est plutôt enthousiasmé ou si, comme tous les Français, il est capable de mettre un petit peu le frein. Qui on accueille en premier, cher Tom ? Pardon ? C'est Samy qui nous a appelé le premier et qui va pouvoir discuter avec nous de Victor Wembanyama. Salut Samy. Salut Samy. Salut les gars, comment vous allez ? Je sens un gars qui est content d'être là et ça me fait plaisir. On est ravis que tu sois avec nous. Ouais, je suis grave content. Ouais. C'est pas la première fois que je passe. Non, bien sûr. Mais je sais que tu es particulièrement content aujourd'hui. Et ça nous fait particulièrement plaisir. Exactement. Bon alors dis-nous, tu es plutôt dans quel camp toi ? Tu es ravi pour Victor ou tu mets le frein ? Moi je suis ravi pour Victor et j'espère qu'il l'aura, le MVP. Ça va dépendre un peu du schedule de OKC, je pense, et aussi s'il va pouvoir atteindre les 65 matchs. Mais pour moi, je suis confiant. Je pense qu'il peut faire pencher la balance en sa faveur et être le plus jeune MVP de l'histoire, quoi. Est-ce que tu as senti ce qu'on disait juste avant, cette bascule après cette conférence de presse où justement il expose en 3 points pourquoi ça doit être lui le MVP ? Tu as senti qu'il y a eu un changement de mentalité chez tous les observateurs et analystes du basket ? Ah ouais. Moi, je l'ai senti grave. En plus, je suis aux États-Unis, donc tous les médias ici, j'ai senti qu'il y avait une bascule et ils se posaient la question. Ouais, il a peut-être raison, Wemby, en fait. Ce qu'il dit, ça a du sens, parce qu'il a dit que des vérités en vrai. Il n'a pas menti. Donc, pour moi, j'ai senti une balance dans les médias où il se posait la question. Ouais, peut-être qu'il a une chance finalement. Et ça, c'est bien. Ça va en sa faveur. Après, il y a plein de haters qui vont mal parler de lui, etc. Mais moi, je sens que la balance, elle penche en sa faveur en ce moment, et on l'a vu dans le MVP ladder. Ça va, il est premier, quoi. Donc, regardez le petit tableau là que nous met Tom pour comparer la saison de MVP de Derrick Rose, hein, les 25 points, 7,7 passes, et celle de Victor Wembanyama. Certains pourraient dire qu'il n'est que à 24,2 points, on pourra y revenir plus tard. C'est 11,2 rebonds, c'est 3,1 blocs. Dans le MVP ladder, il s'amusait à comparer la moyenne de compte de Victor avec les 3 pires équipes de toute la NBA. Évidemment, là-dedans, il y a les Denver Nuggets. Les pires équipes au compte de toute la NBA sont à 3,8, 3,9. C'est quand même une brave dinguerie, sachant que vous avez peut-être suivi les derniers matchs. À part le dernier, il met un contre. Et sur 3 rencontres d'affilée, il avait fait 17 contres. Vous avez vu un 5-5-7 parce que c'est un joueur hors norme, ça on le sait très bien. Je te propose qu'on accueille le deuxième auditeur et tu restes avec nous Samy. Bien sûr, on va pouvoir vous mettre dans la cage tel des gladiateurs et on verra qui s'en sortira vivant. J'espère que tu as préparé tes arguments, cher ami. C'est Axel qui nous a appelé. Et je sens qu'Axel il vit en France. Salut Axel, tu nous entends ? Cher Gaulois. Ouais, salut les gars, ça va ? Ouais, salut Axel. Très bien. Tout va bien ? allez. Ouais, ça va nickel. Bon, écoute. Effectivement, de Lyon. Vas-y, je t'en prie. De Lyon ? Ouais, exactement. Voilà, tu vois, la capitale des Gaules. On y est. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, alors pour ma part, même si Victor il fait une saison folle, on le sait tous. Personnellement, je suis déjà très content malgré tout de voir la hype autour de lui, notamment aux États-Unis. Faut préciser que du coup, c'est pas nous Français qui nous enflammons, mais c'est carrément les Américains qui s'enflamment pour lui. Je trouve, petit aparté, que souvent nous les Européens, on a souvent un peu craché sur les Américains en disant que ils aimaient bien mettre en avant les athlètes
américain, etc. Ce qui est parfois vrai, mais il faut reconnaître qu'avec Victor, il a un traitement de star américaine avant même sa draft. Que ce soit à Las Vegas avec le match contre Scoot Anderson, ou même depuis qu'il a été drafté, franchement c'est ouf, donc tant mieux. Et non, pour moi, il est pas MVP. En fait, sa démonstration, je l'ai trouvé un peu biaisée. Je suis désolé, mon argumentaire il va être un peu long. Vas-y, on a tout le temps. Ok, super. En fait, effectivement, au basket, tu défends 50% du temps et t'attaques 50% du temps. Mais pour moi, quand tu juges un joueur et notamment une star, tu peux pas dire que la défense, elle est aussi importante que l'attaque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un top attaquant, prenons l'exemple par exemple de Luka Doncic, il peut faire la décision, il peut faire tourner une attaque très très fort à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il peut scorer, faire des passes D, voire des hockey assists. Là où un défenseur, il peut plus difficilement, même si tu mets des contres, tu peux plus difficilement compenser toutes les erreurs de tes teammates. Si tes teammates ils laissent tous les adversaires grands ouverts à 3 points, à un moment, Victor ou pas Victor, ça ne change rien. Et comme exemple, je vais vous prendre la saison rookie de Victor, où en fait déjà il est considéré comme le meilleur défenseur de la ligue. D'ailleurs, il finit 2e au Depoy derrière Rudy Gobert. Pourtant, cette année-là, et il dispute 71 matchs, Victor. Et les Spurs, c'est que le 22e defensive rating, malgré Victor. Ce qui prouve qu'un top joueur en défense ne peut pas apporter une défense à lui tout seul. Alors, petite précision. Là où il a eu sa thrombose. Attends, petite précision sur ce que tu viens de dire. Tu m'entends, Axel? Tu m'entends pas, Axel? Tu m'entends, Axel? Petite précision sur l'année rookie. Souviens-toi aussi que lorsqu'il était sur le terrain, les Spurs étaient la meilleure défense au rating. Lorsqu'il n'était pas sur le terrain, c'était la pire équipe. Donc, tu as raison, hein, mais à un moment donné, avoir de l'impact sur un match quand on est sur le banc, voilà, je précise juste ça. Vas-y, continue. Mais du coup, alors, argument de plus, cette année, Victor, il dispute que 29 minutes. Et pour le coup, moi, je suis allé chercher les stats, parce qu'en fait, pour rien vous cacher, moi, je débat souvent sur les forums, donc des fois, j'écris quelques pavés. Les Spurs, sans lui, cette année, c'est 10 victoires, 5 défaites, donc c'est quand même pas mal. Et avec Victor en sortie de banc, et quand il était en sortie de banc, il jouait 23 minutes de moyenne, c'est 8 victoires, 1 défaite. Donc attention, Victor est bien sûr le franchise player et il est archi important pour les Spurs. Mais quand même, cette année, je pense qu'on oublie un peu trop que... Non, mais ils ont une super équipe. Mais attends, rassure-moi, c'est parce qu'il a une super équipe et des super résultats qu'il est dans la discussion. Oui. S'il était dans le play-in, il serait pas de discussion MVP. Shea, c'est la même chose. Enfin, j'ai l'impression que son équipe est forte même sans lui. Je trouve ça intéressant ce côté où Victor dit, mais à 50%, oui, effectivement, au basket, t'attaques, tu défends, t'attaques, tu défends. Mais c'est vrai que cette vision de 50%... Ça veut dire que des mecs comme Harden peut-être n'auraient jamais été MVP. Ça veut dire que peut-être que Luka Doncic ne sera jamais MVP, que peut-être qu'à Jokic on peut lui enlever certains trucs de MVP. Tu sais, Omar Da Fonseca, avec qui j'ai travaillé à Beansport, disait souvent, quand il comparait les défenseurs aux artistes, aux numéro 10, aux attaquants, il disait c'est toujours plus facile de casser des pots de fleurs que de mettre des fleurs dans la maison. Donc, et je trouve que et là où je te rejoins, c'est que les mecs en attaque qui font basculer des matchs, qui mettent des gros tirs, ça veut pas dire que la défense n'est pas importante. Moi, les mecs qui défendent pas, ça nous sort tous par les yeux, ça nous gonfle. Mais j'aime quand même aussi qu'on puisse d'abord. Ça veut pas dire qu'on parle pas de défense, mais si jamais faut argumenter entre deux joueurs et qu'il y en a un qui est bien meilleur défenseur que l'autre, ok. Mais faire du 50-50 dans les faits factuels, oui. Mais dans notre lecture, pour moi, c'est pas. En fait, ce 50-50, il est un peu biaisé. T'as raison. Le truc, c'est que c'est un argument lorsque tu es un défenseur générationnel. C'est pour ça que Shea, on parle très peu de sa défense. C'est un super défenseur, il n'y a rien à dire. Jokic, il a 3 MVP, c'est un défenseur médiocre. Donc, on fait bien ce qu'on veut finalement de tout ça. Quand c'est dans ta candidature, je suis le meilleur défenseur de toute la NBA, je trouve que ça rentre en ligne de compte. Tu vois ce que je veux dire ? Donc après, je pense qu'on est tous plutôt d'accord. Il y a déjà un trophée de défenseur de l'année. Le MVP, c'est pas le trophée du meilleur attaquant de l'année. Hein. Il y a déjà le meilleur scoreur qui gagne un trophée. Tu voulais continuer peut-être un peu, Axel ? Ouais, juste pour te dire que Thomas, t'as raison. Simplement, après, pour prendre un autre parallèle, c'est l'exemple que j'avais donné à Tom en régie. Regarde, Rudy Gobert pendant des années ça a été le meilleur défenseur NBA. Encore aujourd'hui c'est l'un des meilleurs et offensivement, allez, disons que c'est l'un des moins bons joueurs de la ligue, même si c'est dur à juger. Et faisons le comparatif avec Luka Doncic qui est l'exact opposé, c'est-à-dire que c'est l'un des meilleurs attaquants et l'un des pires défenseurs. Pour autant, tout le monde sait que Luka est meilleur que Rudy Gobert. Donc c'est en ça que je dis, pour moi tu peux pas dire que tu peux pas dire que l'attaque vaut autant que la défense quand tu joues un joueur, selon moi. Tu veux répondre à ça peut-être, Samy ? Ce que tu as entendu.
Moi déjà, le fait qu'on juge l'attaque de Victor, je trouve ça un peu bizarre parce que s'il joue 35 minutes par exemple, il va faire 30 points, hein, Victor. Ah, mais là, il joue pas. À ce moment-là, pour des stats factuels pour le MVP. Pour l'instant, il joue pas, d'accord, mais si tu rajoutes ces minutes-là, il peut très bien les mettre, les points en attaque. Donc, au final, on le juge sur ce qu'il y a maintenant, 29, 29 minutes. Mais au final, on sait qu'il a la capacité de mettre les 30 points s'il jouait plus longtemps. Ouais, mais Donc, ça veut dire que tu votes pour un potentiel, tu votes pour ce qu'il pourrait faire et pas pour ce qu'il fait. Sur le MVP, pour moi, faut voter pas sur le potentiel d'un mec. C'est pas une draft, hein, là. Faut voter sur ce qui a été effectué. Tiens, Samy, tu reprendras la main. Il y a Tom là qui nous montre, regardez sur Basketball Référence. Vous avez peut-être vu passer les stats sur 36 minutes. Vous savez que c'est un peu. Oui, mais ça, moi là après. Voilà. Là... Non, mais juste les donne, c'est factuel. Enfin, c'est factuel, c'est des stats avancées, entre guillemets. Vous savez, en général, quand il y a un mec qui a un petit temps de jeu ou un plus petit temps de jeu, vous le mettez sur 36 et vous branlez sur des projections. Voilà, en gros. Hein. Donc, ce serait 29,8 points, 13,9 rebonds, 3,7 passes, 3,8 blocs. Bon, voilà, c'est juste pour vous donner un peu le contexte. Si un jour il fait ça, tant mieux. Ça se trouve qu'il le fera jamais. Vas-y, continue, Samy. Moi, je pense qu'il le fera, mais après, c'est un potentiel. C'est vrai qu'on peut pas juger sur un potentiel, on juge sur ce qu'il est maintenant. Et maintenant, c'est 24 points, 11 rebonds, 3 passes et 3 blocs. Okay, qui dans la ligue peut faire ça? Personne à part Wemby. Les Spurs, c'est une des meilleures défenses avec lui. Et ils gagnent tous leurs matchs quasiment. Donc, c'est qu'il est tellement impactant sur le jeu que des deux côtés, en fait, que c'est le joueur le plus impactant de la ligue. Et pour moi, le joueur le plus impactant de la ligue, ça doit être le MVP. Au sens valuable, j'imagine. Un des arguments pour moi majeurs aujourd'hui pour Victor, c'est que depuis mi-janvier, ils ont perdu 2 matchs. Et que c'est clairement la meilleure équipe de la ligue depuis mi-janvier. Et ça, qui sont deuxième de la conférence Ouest et qui clairement, ils le disent, ils le montrent sur le terrain, ils veulent essayer d'aller gratter la place de première, de la place de numéro 1 au Thunder. Moi, ce bilan-là de 2 défaites depuis mi-janvier, c'est un argument collectif, mais c'est un argument qui va clairement aussi dans le lobby autour de Victor. Alors, petit stat, peut-être que vous l'avez vu passer aujourd'hui, mais vous savez que LeBron a manqué une grosse partie de la saison et vous n'êtes pas sans savoir que Victor joue finalement assez peu. Cette saison, Victor Wembanyama a joué en brut 1728 minutes. LeBron James a joué 1780 minutes. Donc parmi les détracteurs, ceux qui dans la colonne contre, il y a cet argument de en fait il a juste pas joué assez de minutes par rapport à d'autres vieux briscards de 40, combien il a déjà 54 ans, LeBron James. Bon. Vas-y Samy, tu peux continuer si tu veux. Un truc que je voulais dire, moi, c'est là la course pour le titre à l'Ouest, elle va être très serrée. Si Wemby, il est premier avec les Spurs, aujourd'hui, il n'y a pas de question, il doit être MVP. Pour moi, vraiment, la course, elle se joue entre SGA et Wemby. Je sais pas, Léo, si tu parlais de Doncic, peut-être que tu vois Doncic un peu plus haut dans le ranking, personnellement. Moi, je crois pas, parce que les Lakers, ils sont très faibles, enfin pas très faibles, mais ils sont quand même en dessous des Spurs et de KC. Donc le MVP, pour moi, ça se joue entre SGA et Wemby. Il n'y a pas de question là-dessus, je pense que ça va être ça. Et donc un mec comme Luka, qui est meilleur scoreur de la ligue, qui marche sur l'eau, il n'y a pas que Victor dans la ligue, hein. Et attention, on adore Victor. Ce que fait Luka là depuis 3 mois, Jokic sont redevenus 4e. Hein. Voilà, Jokic, Denver est redevenu 4e, ils enchaînent les victoires, il va enchaîner une 2e saison en triple-double pour un pivot, c'est quand même du jamais vu. Attention quand même dans la concurrence. Moi je crois pas. Je crois pas, Erwan, parce que les Lakers, ils ont perdu quand même contre des grosses équipes. Aussi. Et je pense que ça pèse dans la balance quand même. Ok. Et les Spurs, ils ont gagné contre les grosses équipes, tu vois. Et OKC aussi, ils ont gagné contre des grosses équipes. Donc pour moi, tout ça, ça joue quand même sur la valeur du joueur, tu vois. Et Jokic, il est plus le même depuis sa blessure. On sait qu'il est plus le même, qu'il est très impactant, c'est sûr. Il est toujours en triple-double, etc. Mais il n'a pas le même impact qu'il a pu avoir dans le passé. Donc pour moi, il est hors de la course. Pour le moment, en tout cas. Oh la vache, vous êtes très... Samy, c'est qui ton MVP, toi? Et c'est quoi? Tu penses aussi que Jokic est hors course comme le... Non, Axel. Pardon. Axel, tu es d'accord avec Samy? Jokic aussi hors course, Doncic hors course?
Pour moi, le MVP, c'est Shai en 1 et Jokic en 2. Et après, pour moi, ça se bataille entre Luka et Victor. Je mettrais peut-être Victor, effectivement. Mais pour moi, le top 2, c'est Shai et Jokic. J'aimerais juste vous donner une petite stat qui est vérifiable sur Basketball Référence. En fait, quand on regarde le win share, donc le win share, c'est le nombre de victoires en plus estimé à une équipe. Par exemple, si Victor est à 10, on estime que les Spurs ont gagné 10 victoires de plus grâce à lui. En fait, quand on regarde le win share sur 48 minutes, on se rend compte que c'est systématiquement, quasiment, le joueur qui a le meilleur win share sur 48 minutes qui est MVP. Ces 10 dernières années, ça a été 8 fois le cas. Les seuls cas où le mec qui a remporté le MVP n'avait pas le meilleur win share sur 48 minutes, c'était Westbrook, avec une année un peu particulière, en triple-double, mais son équipe était assez faible, et Joel Embiid. Et là, cette année, le joueur qui a encore une fois le meilleur win share sur 48 minutes, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Après, c'est des stats avancées, ça vaut ce que ça vaut. Ça donne une indication. Mais quand même, 8 sur 10, c'est parlant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mec qui a le meilleur wheelchair, il sera pas MVP. Win-share, pardon. Oui, non, mais c'est moi qui fais une blague de merde. C'est quoi la blague du coup? Wheelchair, c'est les fauteuils roulants. T'es con quoi, Thomas? J'ai pensé à Will. 15 ans, Non, mais j'ai pensé à Will W-I-2-L. Non, Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Celui qui allait partager, je pensais. Wheelchair, je suis un fauteuil roulant. C'était bien dit, bien prononcé, j'étais pas du tout. Super jeu de En mots espagnol, ça aurait peut-être pu passer mieux. Super jeu de mots d'anglais. Je vous donne deux petites infos et je vous poserai la question d'après vous, tous les quatre, on va se poser la question. Qu'est-ce qu'il faut pour que Victor soit vraiment MVP à la fin de saison alors qu'il reste 10 matchs? Déjà, le calendrier de cette équipe de San Antonio. Ils vont jouer contre Chicago. D'ailleurs, c'est ce soir, je crois, Chicago. Chicago, Golden State, Los Angeles Clippers, Denver une première fois, Philadelphie, Portland, Dallas, et il finit contre Denver le dernier match de la saison. Donc il y a deux confrontations a priori face à Nikola Jokic. Donc ça peut, tu vois, dans le sens de ce que disait Samy tout à l'heure, si les Spurs prennent les deux, en vrai, on peut peut-être donner une petite pièce pour notre ami Victor. Et je vous donne quand même le calendrier d'Oklahoma, parce que la question c'est est-ce qu'ils peuvent passer devant, hein. Dans le cas où San Antonio passe devant, la candidature de Victor sera encore plus épaisse. Ok, si je joue contre Détroit, les Lakers, le Jazz, les Lakers, les Clippers, les Nuggets et les Suns. Damn! À part le match contre le Jazz, tout le reste, il y a moyen que ce soit disputé. Alors ça n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas faire 10 sur 10. Ils peuvent battre tout le monde. Hein. Tout à fait. Mais alors, est-ce que vous imaginez déjà tous le fait que San Antonio puisse passer devant? Je rappelle qu'il y a 2 matchs d'écart encore. J'y crois pas trop. Il reste pas assez de matchs. Mais 2,5 et puis je trouve autant les Spurs pour moi vont enchaîner les victoires, mais OKC va aussi enchaîner les victoires. Hier soir, malheureusement, j'ai encore vu leur fin de match face aux Knicks. Je trouve que Jalen Williams revient bien. Ouais, il fait un bon match. Il revient bien. Ouais. On retrouve cette profondeur, cette grosse pression. Il avait été minable à Boston, oui, mais là, il était bon. Cette grosse pression défensive qu'ils mettent sur les joueurs clés. Hier, ils ont ciblé encore Jalen Brunson. On va en parler dans une autre vidéo sur des moments clés. On retrouve depuis quand même un mois et demi, un mois, en tout cas, cette équipe qui a été championne l'année dernière. Donc, je vois pas OKC lâcher 2 matchs sur les Spurs d'ici la fin de saison. Ok, vous en dites quoi, les mecs? Est-ce qu'il y a une possibilité? Bah là je vais essayer de le dire correctement, le strength of schedule, la difficulté des calendriers restants, et je vois qu'OKC c'est l'équipe qui a le calendrier le plus dur pour l'instant. Ok, et donc t'en dis quoi? Il y a moyen ou pas? On y croit? Les Spurs passent devant? Non, malgré tout, non, je vois quand même OKC tenir la barre. Je pense que mentalement, à mon avis, ils auront envie de garder ce premier spot. Et toi, Samy? Moi, je les vois, Je les vois passer les Spurs. Je pense que les Lakers, ils vont poser des problèmes. Ils vont poser des problèmes à OKC. Ils vont vouloir prouver qu'ils ont leur place au playoff et qu'ils peuvent faire quelque chose. Et Denver aussi, je vois peut-être une victoire de ce côté-là. Tu crois pas que cette équipe des Lakers qui connaît le chemin aussi, ils se disent attends, c'est la fin de saison régulière, nous le rendez-vous il sera en playoff. Enfin les 2 matchs des Lakers, c'est maintenant. Il y en a un là cette nuit, il y en a un autre dans vraiment pas longtemps. C'est pas dans 2 semaines, voilà. Tu vois, c'est un peu tôt. Je crois que c'était un peu plus tard. La 3e place. Alors je vous rappelle quand même qu'ils sont à peu près le même bilan que Denver. C'est important pour éviter un 2e tour éventuel face à OKC. Je pense que c'est l'épouvantail du 2e tour. Enfin, j'invente rien en disant ça. Vas-y Samy, pardon. Ouais, non, moi je pense que ça peut passer. Après, c'est vrai que OKC ils sont très forts et ils veulent garder leur première place, donc ça va être chaud. Mais je pense que les Spurs ils peuvent le faire. Je pense que les Spurs ils peuvent gagner tous leurs matchs là jusqu'à la fin de saison. Alors, donc, dernière question. Pour OKC en plus. Je voudrais que chacun d'entre vous me donniez un argument pour lequel vous imaginez là, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les 2 dernières semaines de saison régulière pour que Victor soit élu MVP.
Donnez-moi un argument chacun, un argument différent bien sûr. Qui finissent avec une série de victoires, donc qui finissent invaincus jusqu'à la fin de saison. Donc ça ferait vraiment, entre mi-janvier et la fin de la saison régulière, seulement 2 défaites. Ils sont à 8 de suite là en ce moment. Donc ça serait, tu vois, ça serait quand même... Il finira à plus de 30 victoires et 2 défaites. Il faut qu'ils finissent premier de la conférence Ouest. Ok, autre argument pour Samy qui était plutôt positif. Moi, je suis assez comme Erwan un peu. Je veux qu'ils finissent avec que des victoires jusqu'à la fin de saison et un gros match là, de Wemby à, je sais pas, à 50 points, ou un truc qui marque le coup, quoi, pour bien montrer que c'est le MVP. Très bien. Et toi, cher Axel? Il va jouer donc 2 fois Denver, donc Jokic et aussi Embiid. Donc je pense que c'est quand même des confrontations directes contre les deux meilleurs pivots du monde. Je pense que ce serait bien que, imaginez, il fasse 3 grosses prestations et que limite on se dise ok, sur ces 3 prestations il a dominé ses 2 opposants. Bon, ça paraît très dur, mais pour moi c'est le seul moyen pour lui d'être MVP, c'est qu'on se dise ok, il a mangé Jokic et Embiid. C'est sûr que là, toutes les perfs à 40 ou plus, ça va compter double dans la course MVP. Et vous avez peut-être vu passer cette stat aussi, on l'a mis sur les réseaux là. Ce serait la première fois de l'histoire qu'une équipe a 8 joueurs à 10 points ou plus dans une équipe. Hein. Ce qui quand même montre à la fois le niveau des autres joueurs des Spurs et que l'équipe soit largement meilleure, mais ça montre aussi le fait qu'ils partagent le mec. Hein. Ah oui, oui. Et que ça va dans le sens de la candidature. De toute façon, tu dis ce que tu veux, hein, t'as 35 points, tu dis je suis le meilleur marqueur de la ligue. Mais si t'es à 24, mais tout le monde est à 10 et tout le monde se régale, grâce à toi. On parle beaucoup de son temps de jeu, mais tu le dis très bien, c'est en ça aussi que c'est un excellent leader, c'est qu'il partage la boule. C'est que dès que Victor venir le trapper, en fait, c'est tu te fais harakiri. Ouais. Derrière, mon gars, il y a tout le monde qui est capable de marquer des points et lui, il alimente les mecs, il a pas peur de lâcher la gonfle. Et ça, c'est un vrai casse-tête pour les défenses. Bon, il y a un truc que vous avez pas dit, moi j'ai envie qu'il aille chercher un nouveau match à 10 contre. Il était à 7, il était à 5. Ouais. Voilà, ça, c'est les trucs. Chicago 11, non? Oui, mais ça, c'était l'année dernière. Cette saison rookie, saison rookie même. Il a fait 2 matchs, je crois, à 10 points, enfin, en triple-double. Je crois que c'est 10 points. Oui, je crois qu'il a fait 2 fois points, rebond et contre. J'aimerais bien qu'il nous refasse un petit triple-double pour marquer les esprits. Alors, tu fais contre Embiid ou contre Jokic. Bon, bah là, t'imagines, tu fais 10 contre eux? Très improbable. Mais c'est dans ces moments-là que la candidature. On continue à s'épaissir comme ça. Merci Samy et merci à Axel, vous avez été excellents les mecs. Bravo les gars, merci à vous. Merci à vous les gars. Merci à vous les mecs, Bye. Ciao. Salut, bonne soirée. Ils sont excellents ces types. Ouais, on est bon. Bon, si vous croyez vous à un MVP 2026 pour Victor Wembanyama, vous nous le dites, hein, si vous êtes en replay bien sûr. Vous n'hésitez surtout pas, on va suivre ça jusqu'à la fin. On rappelle donc un Français, pour la première fois de l'histoire j'imagine, hein, je vois pas qui aurait pu l'être depuis la création de cette affaire, est donc premier du MVP ladder. On rappelle quand même que le MVP ladder c'est la course MVP à instant T, c'est important quand c'est même, l'échelle des MVP, donc voilà. À instant T, on prend les derniers matchs, etc. Voilà. C'est pas on vote pour le MVP sur toute la saison. C'est un ressenti. Voilà, exactement, de la NBA. Bon. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire. Ah oui, tu veux dire quoi? Il y a Tom, il voulait absolument me dire MVP et Deepoy, il n'y en a que 4 dans l'histoire. Et il me met pas les mecs. Bon, j'imagine Jojo, Hakim, Yanis. Moi, j'en vois 3. Hein. Il serait le 4e. Il serait le 4e. Voilà. C'était la bonne info de Tom Servino pour finir cette belle vidéo. Voilà. Allez, on passe à la suite, hein, bien sûr. Si vous voulez regarder un mec, entendre parler d'un mec qui a marqué 106 points, c'est pas Victor Wembanyama, c'est Frédéric. Et c'est dans une autre vidéo. Voilà.